Bonjour, il est parfois nécessaire de faire un petit retour en arrière sur l'actualité pour la commenter, la décoder, y réfléchir. C'est pour ça que les experts existent. Il y a des semaines où ils sont peut-être encore plus nécessaires que les autres. François Heureux est avec nous, journaliste à l'RTBF pour la radio Vivacité. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Candice Vanek, journaliste à l'hebdomadaire M Belgique. Bonjour Fabrice. Bonjour Marcel Sell, blogueur, chroniqueur. Bonjour Fabrice. Bonjour et Mehmet Koksal, journaliste indépendant. Bonjour Fabrice, bon week-end. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour commenter cette semaine particulièrement chargée et éprouvante en termes d'information. On va y consacrer l'essentiel de cette émission. On va commencer avec un portrait d'Abdelhamid Abaoud, donc le chef du commando terroriste de Paris, qui a donc été abattu par la police française lors d'un assaut à Saint-Denis. Abaoud, qu'on croyait en Syrie et qui était finalement revenu en Europe. Portrait et parcours avec Elisabeth Groutars et Selim Kélissi. Il était l'une des figures du djihadisme belge. Abdelhamid Abaoud rejoint les rangs de Daesh il y a 2 ans et emmène avec lui par la suite son frère Younes de 13 ans. Connu pour être impliqué dans plusieurs dossiers de terrorisme, il serait le cerveau présumé de la cellule de Verviers, aurait coordonné l'attentat au musée juif et, selon le ministre français de l'Intérieur, est impliqué dans 4 des 6 attentats déjoués en France depuis le printemps dernier. Ami d'enfance des frères Abdeslam liés aux attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud a aujourd'hui été identifié comme l'un des djihadistes décédés lors de l'assaut donné à Saint-Denis. Mais comment ce terroriste, auteur de vidéos tournées en Syrie, a-t-il pu traverser l'espace Schengen et rejoindre la France ou encore la Belgique l'hiver dernier, comme il s'en est vanté dans le journal de Daesh ? Mon nom et ma photo étaient partout à la une et je suis parvenu à rester chez eux, à planifier des opérations, puis à partir sans problème et à rentrer en Syrie quand ça a été nécessaire. Il doit en principe, évidemment, s'il revient de Syrie, franchir une frontière extérieure. Lors de ce franchissement d'une frontière extérieure Schengen, être soumis à un contrôle. Alors, en tant que citoyen européen, être soumis à un contrôle minimal, c'est-à-dire un contrôle qui porte sur la vérification de ses papiers d'identité. Un contrôle qui n'est approfondi que pour les ressortissants étrangers à l'espace Schengen ou pour les citoyens européens qui représentent un danger pour la société. Ce risque est évalué en fonction d'indicateurs communs aux pays de l'Union européenne, des indicateurs pas assez précis pour cette spécialiste. Jusqu'ici, donc ces indicateurs de risque ne sont pas encore contraignants. Des pistes d'amélioration sont évidemment d'une part de rendre ces indicateurs de risque contraignants ou alors éventuellement de soumettre tous les citoyens européens à des contrôles approfondis, systématiques quand ils franchissent une frontière extérieure. On ne sait par exemple pas dans le cas d'Abaoud par quel pays il est rentré dans l'espace Schengen. Donc on ne sait pas par quelle frontière extérieure ce monsieur est rentré dans... Mais il y a bien un pays qui l'a laissé rentrer. Autre problème, l'utilisation par les terroristes de faux documents d'identité. Un système qu'Abdelhamid Abaoud a très bien pu utiliser pour rejoindre la capitale française. Voilà, et nous avons fait le choix à Télé Bruxelles de volontairement pas diffuser les parties les plus choquantes des vidéos concernant Abaoud et qu'on trouve un petit peu partout sur le net. Mehmet Koksal, donc c'était un reportage portrait, mais qui pose aussi une question, c'est comment se fait-il qu'un terroriste reconnu comme tel, pointé, recherché, qui a un visage relativement connu puisqu'il a eu des vidéos qui ont beaucoup circulé, peut se moquer des frontières, rentrer, sortir de l'Union européenne? Effectivement, Fabrice, ça pose beaucoup de questions sur notamment les accords de Schengen, notamment le contrôle des frontières. Mais je voudrais quand même revenir sur... ça s'explique très facilement. Hein. Donc en fait, on a mis en place Schengen, on a mis en place des accords entre pays pour sécuriser, mais on n'a pas donné les moyens. En tout cas, les bases de données qu'on explique de manière théorique ne sont pas alimentées par tous les pays, ne sont pas contrôlés. Tous les pays ne contrôlent pas qui est recherché, qui n'est pas. On ne consulte pas toujours la base Schengen. À travers tout ça, et c'est ça que je veux vraiment faire comme commentaire ici sur ce reportage, c'est que le discours ambiant maintenant, c'est le va-t-en-guerre, c'est attention, l'amalgame. On va prendre des mesures. On va prendre des mesures, on va
compliquer tout, on va resserrer toutes les vis, on va faire des amalgames entre réfugiés et djihadistes. Je voudrais quand même préciser quelque chose. L'Europe vient d'accueillir, en l'espace de très peu de temps, environ 1 million de réfugiés. Les terroristes qui ont commis ces actions n'ont pas communiqué par email crypté, ont utilisé leur propre carte de crédit, ils ont tout pu planifier parce qu'ils connaissent la manière dont travaillent les services de police et les services de renseignement. Donc ce sont des gens qui probablement ont été à un moment de leur vie indique ou en tout cas en relation avec des enquêteurs et ont connu les tactiques. Et quand vous analysez par exemple... Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas les confondre avec les candidats réfugiés. Exactement. Et deux, que les mesures qu'on prévoit ne vont pas forcément être efficaces. Effectivement, c'est ce que moi je prédis. D'abord, en plus, on a dit, vous vous souvenez, après Charlie Hebdo, la première chose qu'a fait la France, adopter la loi sur la surveillance de masse. Après Charlie Hebdo, on a eu Bataclan et tout ça, et ça n'a servi à rien, et ça va encore servir à rien de renforcer tout ça, parce que les gens qu'on vise sont beaucoup plus forts. Ils savent comment crypter, ils savent comment utiliser. Il suffit simplement de voir sur Internet les manuels diffusés par Daesh pour comment contourner toutes les failles, enfin toutes les mesures pour pouvoir passer entre les filets. Alors, c'est ce qui s'est passé avec on reviendra plus tard dans cette émission sur les mesures que les politiques prévoient, notamment en Belgique. Marcel Sel. Sur Schengen, tout le monde s'est rapidement... En fait, le discours est très idéologique en règle générale chez les politiques, mais aussi chez beaucoup de commentateurs. On s'est tout de suite précipité pour dire « Ah, on a trouvé un passeport syrien, donc c'est un réfugié. » Et puis il s'est avéré qu'en fait, pas du tout. Et il faut rétablir cette vérité-là. Non, la plupart des terroristes viennent de chez nous, sont belges ou français. D'autre part, par rapport à Baoud, le problème, c'est que on l'a longtemps, je pense, pris pour un petit Alors ça, c'est une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que c'est rigolo. effectivement l'ennemi public numéro 1 qu'on nous a décrit dans le courant de la semaine, ou est-ce que c'est le petit caporal qui fait les basses œuvres au nom de l'État islamique ? Je vais répondre que je n'en ai pas la moindre idée. Mais l'impression que j'ai, c'est que si c'est bien le dirigeant, ou en tout cas on a dit le colonel... Le cerveau, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Le cerveau, moi je pense qu'il y a un cerveau dessus, mais si c'est bien le cerveau, en tout cas de tous ces actes terroristes récents, je pense qu'on l'a découvert un peu tard. Ouais. Candice Vanek. Oui, juste aussi pour rebondir, parce que je trouve que c'est vraiment une question intéressante sur donc ces questions, le passeport du réfugié syrien retrouvé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes maintenant au sein de la population du fait que des terroristes puissent se fondre, profiter du flux pour passer incognito. Et qu'il y ait des gens de Syrie. Alors voilà, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de se servir de gens qui connaissent le territoire européen pour commettre un attentat. Mais il ne faut pas oublier non plus que je crois que c'est peut-être aussi une stratégie de l'État islamique de mettre les réfugiés syriens et irakiens dans le pétrin ici. Mais c'est parce ce qu'ils que, veulent. oui, clairement, parce que ceux qui viennent, c'est soit des minorités ethniques et religieuses qui sont très mal vues par l'État islamique, soit des sunnites qui sont considérés comme des traîtres parce qu'ils fuient et médecins notamment, qui ne veulent pas participer à la création d'un califat. Chiites, François. Pour revenir au cœur du sujet ici avec Abdelhamid Abaoud, c'est vrai que c'est quand même incroyable de se dire que celui qu'on a présenté comme étant un des... Alors, est-ce que c'est un capitaine, un caporal ou le chef d'une petite bande de l'État islamique? Peu importe, finalement, c'est quelqu'un qu'on connaissait. On connaissait son visage, on connaissait un petit peu son parcours. C'est fou de se dire qu'il a visiblement pu faire 2 allers-retours, si j'ai bien compris, entre la Syrie et la France ou la Belgique en tout cas. On l'a dit un jour en Turquie, on l'a dit un jour en Grèce, on l'a même dit un jour mort, puis on a démenti. Enfin vraiment, c'est quand même incroyable. L'autre, celui qu'on a présenté comme l'autre ennemi public numéro 1, donc le fameux Salah Abdeslam qu'on a à l'heure actuelle toujours pas retrouvé, lui aussi, s'est fait contrôler 3 fois en revenant dans la nuit du 13 au 14, donc quelques heures après les attentats, 3 fois à bord d'une voiture entre Paris et Bruxelles. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui est étonnant. Ça veut dire qu'il y a des failles dans nos services de renseignement ou dans la manière dont les services de renseignement communiquent d'un pays à l'autre. Et ça veut dire que forcément ça va poser des questions sur l'existence et le futur de l'espace Schengen, inévitablement. Voilà. Et je précise comme à chaque fois que cette émission est enregistrée le vendredi après-midi. Si je peux rebondir justement là-dessus. On a dit que quand il a été arrêté à Cambrai,
donc au retour, il n'était pas encore fiché, il n'avait pas de fiche S, etc. La raison, c'est parce que les services belges ont considéré, maintenant on le sait, qu'il ne constituait pas une menace possible. C'est quand même incroyable. S'il avait eu ne fût-ce qu'un petit signalement, attention, on l'aurait peut-être retenu à ce moment-là et on l'aurait attrapé. Je veux dire, voilà, à quoi ça tient. Mais ça veut il y dire... aura des commissions, parlementaires qui vont se pencher sur la question. Mais il faut peut-être commencer probablement. Je voulais dire, il faut peut-être commencer par être humble et dire on n'a peut-être effectivement pas travaillé comme il fallait en Belgique. Alors, on va accueillir nos deux invités. Il s'agit de Corinne Torrekens et Olivier van der Hagen. Voilà, on a fait le choix de ne pas inviter d'élus cette semaine et d'être dans un format un petit peu particulier pour commenter cette actualité. Corinne Torrekens est politologue, elle est directrice d'une société de consultance qui s'appelle Diversity. Elle est auteure ou co-auteure de nombreux ouvrages qui traitent de l'islam en Belgique et notamment en région bruxelloise. Olivier van der Hagen, vous êtes fonctionnaire de prévention pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Peut-être commencer par cette question-là. Ça veut dire quoi, fonctionnaire de prévention, si vous devez décrire votre boulot en quelques mots? En quelques mots, je coordonne les dispositifs de prévention au niveau de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Donc toute une série de dispositifs qui vont des gardiens de la paix à des dispositifs beaucoup plus spécifiques de lutte contre le décrochage scolaire ou de travail social de rue. Ouais. Quand on fait le portrait d'Abaoud et quand on étudie son parcours, est-ce que c'est le genre de jeunes gens auxquels vous pouvez à un moment ou un autre être confronté? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Ouais. Corinne Torrekens, sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur le plateau, il y a un commentaire de la politologue, vous êtes d'accord avec tout ce que nos experts à nous ont dit? Oui, je pense que la question qui va aussi sans doute nous occuper maintenant, c'est de voir quelle sera la part entre donc, ce qui va être développé entre les aspects sécuritaires et puis les aspects plus sociétaux, politiques et économiques. Et je pense qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est que l'aspect sécuritaire ne réglera pas tout le problème et peut-être même pas le problème du tout. Ouais. Alors on va regarder un autre reportage, parce qu'on a eu beaucoup d'images très frappantes cette semaine. On va revenir en région bruxelloise et on va s'intéresser aux premières perquisitions. C'était lundi et en partie à Molenbeek. Série de perquisitions suivie par de nombreux caméramans de Télé Bruxelles. C'est un commentaire, un résumé de la journée de lundi qui est réalisé par Elisabeth Groutars. C'est depuis ces fenêtres en partie brisées que l'assaut aurait été notamment mené. Tout a commencé vers 10h ce matin. Les unités spéciales de police, cagoulées et armées, commencent à préparer leur matériel. L'opération viserait à retrouver l'un des possibles auteurs des attentats de Paris, Salah Abdeslam. Une équipe de déminage, de nombreux pompiers et ambulanciers sont sur place et une partie de la rue Delaunoy est bouclée. Devant le périmètre de sécurité, des journalistes de la presse internationale et des riverains qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Vous avez vu un peu discuter avec la police, qu'est-ce que vous êtes dit là? Qu'on ne peut pas rentrer, c'est tout. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Comprenez cette décision? Non. Les policiers n'ont laissé passer personne, vu qu'ils ont lancé un assaut sur, je pense, les terroristes. Inquiets, certains habitants de la commune voudraient aussi venir chercher les enfants de l'école primaire qui jouent dans la cour juste à côté de l'opération. Mon arrière-petit-neveu qui va à l'école juste en face. Il a 5 ans et demi. C'est pour aller le chercher. Comment je dois faire? Vers 11h, des hommes des unités spéciales de police se mettent à courir et s'agenouillent le long d'un immeuble. Les équipes se dispersent autour du bâtiment. 1 heure plus tard, c'est à l'aide d'une perche dotée d'une caméra qu'ils inspectent chaque fenêtre de l'habitation. Objectif, s'assurer qu'il n'y a pas d'explosif à l'intérieur. À 13h, l'assaut est donné. Après 2 détonations, les forces d'unité spéciale entrent dans le bâtiment par les toits et par le rez-de-chaussée. Pendant ce temps, les habitants du quartier ne cachent pas leur inquiétude de voir Molenbeek une nouvelle fois stigmatisé. On est des gens qui vivent tranquilles, on vit notre religion, on est des gens qui vivent comme tout le monde. Les gens super heureux, le quartier populaire, pas cher. Nous, c'est la première chose qu'on est, pourquoi on habite Molenbeek, quoi. Après 4 heures de mobilisation, l'opération policière est terminée. Seule une arrestation administrative a été effectuée, mais le suspect recherché n'aurait pas été interpellé.
Voilà, on cherchait Abdeslam dans cet immeuble, il n'y était pas. Marcel Sey, c'est un déploiement policier conséquent, vous diriez excessif ? Moi, alors ça c'est une vision personnelle, je n'ai pas tous les détails, ni de ce qui s'est passé avant ni après, mais je trouve ça totalement excessif. J'ai vu quelques jours plus tard l'arrestation de 3 personnes liées au terrorisme à Aix-la-Chapelle. Ça n'avait rien à voir. Je veux dire, ils sont arrivés déjà pas masqués tous. Il n'y a pas eu de mesures de prévention ici qui en fait protègent. C'est normal, il faut protéger bien sûr les policiers qui travaillent. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on est dans la suite de la communication on va nettoyer Molenbeek. Yann Yambon l'a dit 1 ou 2 jours. On y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Et là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et puis d'autre part, on voit que quand les forces policières en France lancent une grosse opération comme ça, ils savent déjà ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ici, visiblement, ils se sont complètement Maître Coxal. Je voulais un peu dire aussi que j'avais l'impression que les événements qui ont suivi et le déclenchement des forces de police était surtout un message pour montrer aux Français que voilà, on prend ça au sérieux, les Belges vont faire aussi des donc il y a un peu de communication derrière l'opération mais police. Aussi par rapport à la population. J'entends aussi, j'ai beaucoup entendu arrêtez de stigmatiser, on vit bien, c'est pas cher, etc. Il faut quand même donner 2 messages aux gens qui habitent ces quartiers. C'est que il faut jamais aller regarder quand il y a des opérations policières, parce que le réflexe c'est « qu'est-ce qui se passe dans ma rue, je vais un peu regarder au coin de la rue ». C'est très dangereux et en plus, on peut gêner le travail des services. De 2, c'est normal que des journalistes et que le monde entier se posent des questions vu l'ensemble du dossier. Autant de pistes, autant de personnes qui transitent ou qui ont un document ou quelque chose en lien avec la commune de Molenbeek, c'est légitime qu'on se pose ces questions et aux habitants peut-être de déconstruire alors à ce moment-là le message et l'image de la commune, quoi. Oui, quand même dire qu'on peut comprendre aussi que le déploiement soit important. N'oubliez pas que quand on a démantelé la cellule de Verviers, les retranchés dans l'immeuble ont copieusement arrosé les forces de l'ordre qui étaient là pour... Oui, on a vu ce qui s'est passé à Saint-Denis aussi. Et à Saint-Denis, on savait qu'il y avait des retranchés. Oui, mais enfin bon, on peut comprendre qu'il y a un gros déploiement et que les forces de l'ordre prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité qu'elles prennent des précautions aussi pour les agents de police. Une petite anecdote aussi pour vous dire, pour vous signaler la nervosité des agents ce jour-là. Philippe Carlo, c'est un expert, vous connaissez, qui était sur journaliste à Vivacité, un des premiers arrivés sur place, me racontait que il a vu un habitant qui a voulu sortir de chez lui, qui visiblement ne voyait pas très bien ce qui se passait, et il a voulu sortir. Un agent lui a demandé de rentrer chez lui. Il a visiblement pas. Il a voulu parlementer. Il a voulu parlementer un petit peu, et l'agent a pointé une arme en sa direction. Donc vous voyez qu'il y a quand même une nervosité et une tension qui est assez spectaculaire. Mais le renseignement, c'est aussi savoir qui est dans un lieu donné. Sans doute qu'ils connaître et estimer la dangerosité des personnes qui sont dans un Candice lieu. Vanek, puis après on donnera parler à nos invités. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Mehmet, c'est vrai que c'est légitime que les médias du monde entier se posent des questions par rapport à Molenbeek. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'un ministre de l'Intérieur rentre dans ce jeu, stigmatise également la commune, alors que quand on voit à Anvers, Malines ou Vilvoorde, il y a aussi des gens extrêmement radicalisés. Et je crois, par exemple, si on prend la commune de Vilvoorde, peut-être dans une proportion encore plus importante que pour Molenbeek. Alors vous avez fait référence à Yann Yambon. On va écouter Sarah Turine, échevine de la jeunesse et de l'intégration sociale à Molenbeek, et on retrouve nos invités juste après. Il y a dans certains reportages certaines déclarations de politiques ou d'autres qui sont des simplismes, qui font des amalgames. Et ça, c'est plus dangereux parce que ça stigmatise la commune et ça fait, je pense, le jeu de l'État islamique qui cherche à cliver les habitants entre les non-musulmans et les musulmans pour que les musulmans, finalement, ne trouvent pas leur place ici. Et donc ça, je pense qu'on doit être très attentif. C'est quoi un exemple de simplisme, d'un discours réducteur Eh bien, je pense que la déclaration de M. Jambon samedi en parlant qu'il fallait nettoyer Molenbeek, si je comprends qu'en tant que ministre de l'Intérieur, sa responsabilité est de lutter contre le terrorisme et on attend de lui qu'il lutte efficacement contre le terrorisme, en utilisant des mots comme nettoyer Molenbeek, c'est extrêmement amalgamant et insultant pour une partie de la population qui se sent alors stigmatisée, qui se dit mais pour qui est-ce qu'on nous prend? La majorité des Molenbeekois ne cherchent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre en paix, et ces stigmatisations à répétition renforcent le clivage. Donc il n'aurait pas dû employer ce terme-là. C'est un dérapage ou il l'a fait volontairement? Ça, il faudrait lui demander. Ouais. Alors, on va se tourner vers Olivier Van der Hagen, fonctionnaire de prévention à la commune de Molenbeek.
quand il y a des expressions publiques, dont on fait référence à l'une d'un ministre en particulier ici, ou quand il y a des déploiements policiers de très grande ampleur dans les rues de Molenbeek, est-ce que ça complique le travail de prévention que vous êtes amené à effectuer sur le terrain? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que ce sont des choses auxquelles les habitants sont sensibles, ou est-ce que ça reste dans une sphère très éloignée de la vie quotidienne? Effectivement, le premier week-end a été assez difficile, puisque le samedi, on ne savait pas que l'enquête allait se diriger vers Molenbeek. Donc, moi, j'ai été en contact avec toute une série de personnes qui me disaient, regardez, on va encore stigmatiser les musulmans, etc. Moi, je dis, bon, il faut voir comment on nuance les médias. Dimanche, c'était, voilà, on va associer tous les Molenbeekois des terroristes. Donc, effectivement, les rues de Molenbeek n'ont pas vraiment été habituées à des scénarios de type hollywoodien. Il faut dire aussi que depuis dimanche, Molenbeek est en état de siège, avec une présence très importante de la presse. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a mis un cordon périphérique et un déploiement policier très important pour protéger la population, parce qu'on sait très bien que la presse essaie d'aller au plus près des événements. Donc voilà, il y a aussi un facteur aussi. Donc à contrario, la population est quand même très sous le choc de ce qui se passe. Je ne peux pas me faire le porte-parole de la population, mais en tout cas, l'image négative qu'on véhicule dans la presse de Molenbeek est assez catastrophique. Quand on parle de sentiment de stigmatisation, c'est quelque chose que vous reconnaissez, que vous pouvez croiser sur le terrain? Alors, il est multidimensionnel, ce sentiment de stigmatisation. Effectivement, on a stigmatisé Molenbeek de manière très, très négative. Mais il y a aussi une identité parfois négative de la population qui a un peu intériorisé, si vous voulez, les stigmates qu'on attribue à Molenbeek. Et c'est encore plus flagrant avec la jeunesse qui s'identifie à des quartiers de relégation, et donc tout ça peut être sujet à des multiples frustrations individuelles qui à un moment donné vont se collectiviser et peut impliquer que des jeunes sont en rupture identitaire. Et donc on va avoir des phénomènes de groupe. Dans ce cas-là, Corinne Torrekens, est-ce que cette stigmatisation ou ce discours négatif qu'on a sur certains quartiers bruxellois, à Molenbeek en particulier, et on sait qu'il y a à Molenbeek un certain type de population avec une communauté musulmane qui est relativement implantée, est-ce que ça a un impact sur les comportements culturels et le comportement religieux? Évidemment, donc dans ce qui va sous-tendre le fait qu'un individu va à un moment donné être séduit par une perspective radicale violente, il y a de ça, il y a un malaise identitaire, il y a quelque chose, il y a un travail au niveau de l'injustice. Et donc c'est évident que si vous considérez que vous êtes super épanoui à Bruxelles, que tout va bien, que la Belgique est un État formidable, que l'Europe c'est génial, vous n'allez pas basculer dans ce type de perspective. Alors j'ai beaucoup entendu, notamment au niveau des réactions politiques, qu'il fallait arrêter d'expliquer ce type de phénomène par des causes socio-économiques, sociales, etc. Je pense que d'abord, ce sont ces causes-là qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe et donc à le prévenir. Si on veut pouvoir prévenir le phénomène, il faut d'abord pouvoir le comprendre. Et puis surtout, ça ne veut pas dire que ce qu'on sait depuis le départ, c'est bien évident, on sait qu'il y a des jeunes qui sont diplômés d'enseignement supérieur qui partent. On sait qu'il y a des jeunes qui sont de milieux socio-économiques aisés, de la classe moyenne qui partent. Mais ils s'identifient à un groupe qu'ils considèrent comme étant victimes d'une multitude de processus de discrimination et de stigmatisation. On part pour réparer une injustice. Oui, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas l'injustice qui vise forcément l'individu et sa famille. C'est le groupe auquel il s'identifie. Et pour le coup, on a pas mal d'études qui le prouvent. Mais Maître Oxal. Oui, j'ai une question pour M. Van der Hagen, parce que son travail de fonctionnaire de prévention est relativement récent. Et après tout ce qui s'est passé, on parle beaucoup des moyens, du manque de moyens, etc. Ma question, c'était d'abord, de manière très pratique, imaginez que j'habite à Molenbeek et que je viens vous dire, voilà, mon fils ou ma fille va aller en Syrie. Est-ce que automatiquement, l'info que je vous donne en tant que fonctionnaire va aller dans les services pour essayer d'empêcher le départ de mon enfant? C'est-à-dire que votre exemple est très intéressant, parce que nous, notre approche, c'est l'approche des familles. Donc on travaille avec les familles qui s'adressent non pas à notre chargé de projet, à notre service de prévention de la radicalisation, mais à l'ensemble des dispositifs de prévention. Donc qui relaient l'information et on essaie de travailler sur un système de méthodologie de la co-intervention. Et donc on essaie de travailler sur la biographie de la personne qui se serait radicalisée pour essayer de comprendre où une rupture a pu se produire, pour essayer de mobiliser les moyens des familles pour tenter de renouer le lien, de renforcer le lien émotionnel ou psycho-affectif entre la famille et la personne qui s'est radicalisée. Mais effectivement, pour prendre un petit cas de figure, une famille qui vient nous dire je soupçonne mon fils de 16 ans de vouloir partir vers la Turquie, donc vers la Syrie.
car c'est une information que l'on doit pouvoir communiquer au service de police. Alors ce n'est pas nous, stricto sensu, qui la communiquons, nous poussons la famille et nous l'accompagnons vers les services de police pour clairement faire un signalement. Est-ce que depuis que vous travaillez, vous en avez eu beaucoup de ce genre de signal d'alerte Actuellement, nous travaillons avec une 20aine de familles et la cellule a été mise en place en octobre 2014. Oui. Corinne Torkens, peut-être un éclairage de votre part sur la place de l'islam à Molenbeek. Et on a entendu beaucoup de choses et on reviendra sur l'aspect politique de la question peut-être en fin d'émission. Mais on a souvent entendu dire qu'à Molenbeek, il y a énormément de mosquées, quelques-unes qui sont reconnues de manière officielle, mais aussi beaucoup d'autres qui sont implantées de manière plus informelle. Est-ce qu'on a le contrôle de ces mosquées? Est-ce qu'on a une photographie exacte de ces mosquées? Et est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a des tendances, notamment le wahhabisme, qui est très implanté à Molenbeek? Et on sait que ce sont quand même des tendances qui sont plus ou moins conservatrices et qui favorisent un terreau un petit peu radical, même si ce ne sont pas des radicaux en tant que tels. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question et c'est très intéressant. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu le temps pour démêler ça. D'abord, il y a des mosquées qui ne sont pas reconnues parce qu'elles peuvent ne pas considérer qu'elles en ont besoin. Donc, elles n'ont pas besoin du support de la région pour combler le déficit. C'est ça le rôle de la région, donc de l'ordonnance de 2006. Donc, on peut se passer d'un signalement aux autorités. Et donc, moi, je connais des mosquées qui ne sont pas reconnues, mais qui ont tout à fait pignon sur rue. Leurs activités sont connues, ils font un certain nombre de choses avec les jeunes, etc. Et les bourgmestres, tant la bourgmestre actuelle que l'ancien bourgmestre, sont tout à fait au courant de ces mosquées qui, même si elles ne sont pas reconnues, ont pignon sur rue. Donc je crois qu'il faut quand même pouvoir faire la part des choses. Je pense qu'il y a effectivement des plus petites salles de prière, des choses qui sont moins visibles et moins contrôlées. Mais moi, je plaide vraiment pour quelque chose, c'est que si on a des éléments concrets qui permettent de dire que voilà, il y a des discours qui sont problématiques d'un point de vue politique, il faut que des mesures soient prises et que les personnes soient sanctionnées. Parce que pour le moment... Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, pour le moment, on est surtout sur une espèce de rumeur. C'est-à-dire, moi, je trouve ça absolument détestable parce que on dit qu'il y a des mosquées qui, il y a des imams qui, des prédicateurs qui. Oui, mais qui, quoi, où, à un moment donné, ces personnes doivent être, si c'est le cas, doivent être sanctionnés parce que là, vraiment, ça donne une espèce de rumeur et d'ambiance absolument détestable. Alors, sur la seconde partie de ma question, qui était la présence du wahhabisme à Molenbeek. Alors, moi, je suis aussi un peu plus nuancée. Je ne pense pas que le salafisme en tant que tel est problématique, tout simplement parce qu'il est apolitique. Donc, il ne fait pas de politique. Les salafistes, majoritairement, très majoritairement, ne font pas de politique. Le salafisme, on peut le critiquer pour ce qu'il est en tant que tel, c'est-à-dire un mouvement conservateur d'un point de vue moral, le conservatisme sociétal. Je fais partie de ces critiques. J'estime que ce n'est pas là l'avenir de l'islam en Belgique. Mais donc il faut aussi pouvoir faire la part des choses entre des discours conservateurs dans les mosquées et des discours qui sont effectivement politiquement violents, qui appellent à la haine et à la violence et qui là doivent être condamnés. Alors, je vous propose qu'on donne la parole aux jeunes, et puis on reviendra en plateau après. On va aller à l'Athénée Serge Creuse. Alors, vous savez qu'il y a eu tout au long de la semaine beaucoup de cérémonies où on essayait de marquer son empathie avec les victimes des attentats de Paris. Ça a été le cas aussi dans les écoles, avec un certain nombre d'actions et des minutes de silence organisées. Et nous sommes allés donc dans cette Athénée de Molenbeek. C'est David Courrier et Thierry Duboquet qui étaient sur place. L'Athénée Serge Creuse, au cœur de Molenbeek, au cœur du cyclone aussi. Depuis samedi pour les élèves, leur commune, leur école aussi est montrée du doigt. Certains ont eu peur, la direction a dû réagir. On a essayé d'avoir des discussions avec les enseignants pour essayer un petit peu que les élèves expliquent leurs émotions, puissent avoir un débat, expliquer aussi le sens de la sémantique, le sens même des mots, leur importance, etc. Et ça permet d'avoir un échange avec des professeurs qui essayent de coordonner de la meilleure façon le débat. Alors pour l'occasion, on a ressorti une banderole dessinée en janvier dernier après les attentats de Charlie Hebdo et réactualisée. Quelques dessins, quelques bougies qui font la fierté des élèves. Je trouve que c'est un très bon geste de la part de l'école et c'est hyper cool quoi. Car dans cette école qui a été fréquentée par Abdelhamid Abaoud sur son site de Segem, un certain malaise s'est installé. Alors, tous ici veulent tourner la page. Là, ça me rend encore plus triste parce que je sais que dans cette école, on nous inculque certaines idées, certaines idéologies. On nous donne un esprit critique qui nous permet d'être mieux dans la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a fait une bêtise ou quelque chose de vraiment choquant que toutes les personnes qui habitent à Molenbeek qui est comme ça, qui est terroriste et tout. Moi, franchement, j'aime bien Molenbeek, j'aime bien cette école parce que je me sens bien. Je trouve qu'on est une petite famille entre nous. Et même si on ne se connaît pas tous, on reste comme une petite famille soudée comme ça.
Oui. Ça se sent, hein, que tout le monde est bien ici, j'ai l'impression. On est bien. Moi, j'aime bien, personnellement. Le sourire revient peu à peu sur les visages après une semaine difficile pour cette école qui est plus soudée que jamais. Et c'est la preuve qu'on peut faire des reportages positifs sur Molenbeek, Candice Van Eyck. Mais c'est vrai que la situation est moins compliquée qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, parce qu'il n'y a plus cette question, est-ce que les dessinateurs méritaient ce qui leur est arrivé, même si évidemment on ne tue pas une personne pour ses dessins, mais on a vu dans les écoles que c'était un débat. Ici, c'est des attentats qui ont touché absolument tout le monde. Oui, c'est moins clivant, mais on a quand même vu dans une école à Scarbeck 6 jeunes refuser de participer à la minute de silence. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que ce sont des ados qui ont envie de se rebeller contre les adultes qui leur imposent une minute de silence. Et voilà, il faut quand même un tout petit peu recadrer ça par rapport à leur âge et pas tout de suite paniquer. Même si, on peut comprendre qu'on avertisse les services qui peuvent agir dans ce type de situation. Ouais, Marcel Sell. Mais il y a, par rapport à la minute de silence et à ceux qui ne veulent pas la respecter, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'on a toujours un comportement relativement colonial. C'est-à-dire que pour un attentat à Paris, on va faire une minute de silence à New York, à Tokyo, enfin dans le monde entier. Et quand on a à Ankara un attentat qui est tout aussi meurtrier, on n'a rien. Donc justement, c'est ça que je voulais déconstruire. Il y a un manque. Je suis totalement en désaccord parce que c'est aussi quelque chose que j'ai énormément entendu sur les réseaux sociaux et dans mon entourage. Je peux vous envoyer les déclarations de tous les chefs d'État européens au peuple turc qui présentent des excuses, au peuple libanais. Je peux vous envoyer toutes les déclarations de Charles Michel et de tous les dirigeants belges qui condamnent les attentats à Ankara et au Liban. Mais on n'a pas fait de silence dans les écoles. Il y a juste eu la petite polémique sur Facebook qui n'a pas enclenché son safety check, etc. Waouh, c'est une société privée qui déclenche quelque chose ou pas. Ça, c'est un autre débat. Sur la minute de silence, moi, je vais vous dire un autre exemple qui m'a vraiment choqué. C'est le match Turquie-Grèce où des supporters, alors un type de supporter que moi j'appellerais ottomano-nationalistes, parce que c'est même plus les loups gris, c'est vraiment des loups gris pro-Erdogan qui sifflent et qui disent Allahu Akbar pour qui est clairement un signe de provocation par rapport à ce qui s'est passé à Paris mais je suis d'accord avec et je trouve que non, c'est normal, non, mais je suis désolé, si mon voisin est tué, si mon voisin est mort, je suis plus choqué que si c'est quelqu'un d'un autre quartier. Donc on a une proximité avec Paris qui est supérieure. C'est la proximité, c'est la règle du journalisme. Je parle du le monde mort au kilomètre, ça s'appelle. Oui, non, c'est pas ça. Non, mais excuse-moi. On va vous mettre d'accord parce que c'est peut-être pas l'essentiel du débat. Non, juste une chose, je disais pas ça. Je disais les États-Unis, le Japon, le monde entier, tout le monde doit être blanc. Non. Moi je le suis. Je dis qu'il faut l'être, mais je dis qu'il faut jamais oublier. Il faut être solidaire avec les êtres humains. Quand à Ankara on assassine des gens. Et je peux t'envoyer dans la même guerre, on pourrait avoir aussi. Mais il faut savoir qui assassine à Ankara. Voilà, donc on a peut-être pas la même émotion effectivement envers toutes les capitales. Je vais peut-être retourner vers Corinne Torrekens. On parlait du salafisme. On a parfois, et je voudrais juste qu'on reprenne votre exposé là où on l'était, mais je voudrais juste poser cette question, est-ce que parfois, malgré tout, ces courants plus conservateurs, on va les appeler comme ça, n'ont pas un petit peu de timidité à condamner l'islamiste radical qui va déboucher sur le terroriste Daesh ou Al-Qaïda? En tout cas, complaisance, on va dire. Complaisance, je pense que ça allait trop loin, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans un certain nombre d'associations, enfin de mosquées, il n'y a peut-être pas les outils que l'on donne aux individus pour justement déconstruire les textes. Vu qu'on est dans une approche plutôt littéraliste et conservatrice des textes, on les déconstruit pas, on les contextualise pas, et donc c'est pas un danger en soi, ça je ne le pense pas. Par contre, on ne donne pas les outils pour justement contrer et couper l'herbe sous le pied à ces groupes radicaux qui viennent avec des visions encore plus problématiques et encore plus manichéennes. Alors on a vu les jeunes à l'Athénée Serge Creuse, on va voir les adultes, ou enfin, en tout cas l'ensemble de la population molenbeekoise qui organisait une veillée. C'était jeudi soir, et comme c'était pendant l'heure du journal de Télé Bruxelles, c'était en direct sur notre chaîne. On va voir un extrait du duplex qu'a réalisé ce soir-là Arnaud de Spiegelard.
Je me trouve ici au milieu de la place communale de Molenbeek où il y a des milliers de personnes qui se sont réunies. Je ne dis pas milliers de Molenbeekois parce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres communes bruxelloises pour manifester leur solidarité vis-à-vis de la commune qui, comme vous le savez, a été fort décriée ces dernières semaines à cause des attentats de Paris et des liens que la commune a avec ces attentats. Et j'ai à côté de moi une Molenbeekoise qui accepte de nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là. Bonsoir, je suis là tout d'abord en hommage des victimes qui sont mortes des attentats à Paris, mais aussi de toutes les victimes dans le monde entier. On est aussi là pour rétablir un peu l'image de Molenbeek, qui a en ce moment la cote à l'échelle internationale, mais d'une mauvaise façon. Elle a été salie, l'image de Molenbeek ? Elle a été salie, elle a été bafouée, elle a été traînée dans la boue, à tort. Donc on est un peu là pour dire, écoutez, Molenbeek c'est aussi ça. Molenbeek c'est la diversité, c'est le vivre ensemble et non le mourir ensemble. Donc qu'on rétablit une fois cette image pour toutes, s'il vous plaît. Alors cette image existe, la présence des personnes mal intentionnées existe aussi. Que faut-il faire, selon vous, pour que ces personnes ne s'implantent plus ici ? Écoutez, les solutions préfabriquées, ça n'existe pas. Les maux dont souffre notre commune sont des maux que toutes les grandes villes disposent actuellement. Donc je ne peux pas vous formuler tout de suite des solutions, mais il faut prôner un discours de paix, le vivre ensemble avant tout, investir dans la jeunesse, investir dans l'enseignement. Ce sont des choses qui feront en sorte que des personnes mal intentionnées seront éradiquées en fait de ces quartiers ou de ces communes-là. Mais arrêtons, stoppons la stigmatisation s'il vous plaît. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Les Molenbeekois ont droit à leur dignité, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'était donc jeudi soir. Est-ce que, ça, quand on a un fonctionnaire de prévention, c'est quand même plutôt positif de voir autant de monde sur la place communale, même s'il n'y avait pas que des Molenbeekois, on l'a dit. Oui, tout à fait. Ouais. Ça signifie qu'il y a un sentiment d'appartenance très fort de la population et qu'il y a un lien très profond avec Molenbeek. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir été stigmatisé, on a parlé de Jan Jambon tout à l'heure, mais on aurait aussi pu parler d'Éric Zemmour et d'autres déclarations, est-ce que c'est quelque chose qui est très commenté et finalement utile dans votre approche ? C'est-à-dire c'est commenté tous les jours, que ce soit en tant que fonctionnaire communal avec d'autres collègues, mais chaque fois qu'on peut dialoguer avec la population, c'est un sujet qui effectivement cette semaine est revenu constamment. Alors on a vu quelques images donc de cette veillée à Molenbeek où il y avait plusieurs centaines de personnes. On va peut-être voir d'autres images qui sont des images de minutes de silence qui ont été organisées notamment dans les écoles. Je vais peut-être me retourner vers Marcel Sell. Est-ce qu'il y a une utilité à avoir ces moments d'empathie et ces moments collectifs